Julia a l'estomac serré car elle savait qu'un violeur en série rôdait dans sa ville depuis un bon moment. De nombreuses femmes avaient déjà été portées disparues et Julia, elle, ça ne la rassurait pas du tout. Salut les amis, c'est Kensho et bienvenue dans cette nouvelle vidéo thread horreur. Comme vous le savez, la semaine dernière, je vous ai demandé de m'envoyer vos histoires sur le thread Reddit que j'ai créé et dont le lien s'affiche juste ici. Et depuis, j'ai reçu plus de 17 histoires dessus. Donc pour vous dire que vous avez totalement explosé l'espace des commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à aller y jeter un coup. En tout cas, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dessus et à m'écrire vos histoires que je me ferai un plaisir de lire tous les dimanches à 19h. Comme vous en doutez, sortir 2 vidéos par semaine me demande un peu plus d'énergie et de préparation. Donc voilà, si vous appréciez le contenu et les vidéos que je propose, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo, à vous abonner et à laisser un commentaire, histoire de discuter de tout ensemble comme une grande famille. Sur ce, installez-vous confortablement, moi j'aurai mon petit café à moitié vide pendant tout le long de la vidéo. Pas d'intro cette fois-ci et on passe tout de suite à la première histoire, c'est parti. La première histoire est celle d'Anaïs et cela s'est passé il y a quelques années de cela. À l'époque, après avoir quitté le lycée, elle s'est mise à travailler dans un magasin de location de vidéos dans un grand centre commercial de sa ville. Le magasin où travaille Anaïs reste toujours ouvert super tard, vers environ 21h, 22h, tandis que tous les autres magasins du centre commercial, eux, fermaient toujours un peu plus tôt. De ce fait, la nuit, le centre commercial fait un peu plus sombre et le seul magasin restant, qui est celui d'Anaïs, est éclairé comme un phare. En général, les 2 dernières heures de service servent à préparer la fermeture. Et Anaïs a toujours eu peur que lors de cette période, quelqu'un en profite pour venir voler dans le magasin. Elle n'a que 19 ans, il n'y a pas de personnel de sécurité, donc ce serait un coup très facile pour un voleur. Pour revenir au magasin, il faut savoir que ce dernier était fréquenté par des habitants qui habitaient dans des immeubles situés derrière le centre commercial. Donc la majorité des clients qui visitent le magasin connaissent très bien Anaïs et sont pour la plupart des habitués. Ils viennent en général louer quelques vidéos, saluer le personnel, bref, en soi, c'était un endroit assez décontracté. Un soir, alors qu'elle est de service seule, Anaïs prépare la fermeture du magasin, ferme les caisses et nettoie un peu la boutique. Elle est là en train de nettoyer les étagères, le sol, et en arrivant à l'entrée, qui était fermée à l'aide d'une grille, elle voit 2 clients qu'elle connaissait très bien. Ces derniers, derrière la grille, saluent Anaïs et lui passent le bonjour. Elle les salue en retour et continue à travailler. Pendant ce temps, Anaïs remarque que les 2 clients sont toujours là, postés devant le grillage, en train de discuter entre eux et qu'ils ne semblaient pas vouloir partir. Quelque temps après, Anaïs finit sa fermeture et il était temps pour elle de quitter les lieux. Avant de partir, Anaïs jette un dernier coup d'œil aux caméras de surveillance donnant sur le parking réservé aux employés. Et là, elle remarque que les 2 hommes qu'elle connaissait très bien étaient postés là sur le parking, toujours en train de discuter. Elle doit passer devant eux pour rejoindre sa voiture, mais bon, vu qu'elle les connaissait assez bien, elle n'avait rien à craindre. Finalement, vers 23h30 par là, Anaïs ferme la boutique à clé et se dirige vers le parking. Avant de rejoindre ce dernier, Anaïs se dit qu'elle devrait jouer la carte de la sécurité. Elle appelle son petit ami et lui confie qu'elle a un sentiment étrange vis-à-vis de ces 2 hommes qui étaient là sur le parking. Elle lui demande donc de venir au magasin pour qu'elle puisse rejoindre sa voiture en toute sécurité. À son arrivée, le petit ami d'Anaïs sort de sa voiture, salue les 2 hommes sur le parking et rentre dans le centre commercial. En voyant Anaïs sortir du centre commercial avec son petit ami, les 2 hommes se retournent et se dirigent vers les bâtiments situés à côté du centre commercial. Sur le coup, Anaïs trouve ça très bizarre, mais bon, elle oublie très vite cette affaire et rentre chez elle. Environ une semaine plus tard, Anaïs voit aux nouvelles que l'un des hommes qui traînait au parking ce soir-là avait été arrêté pour avoir kidnappé une joggeuse dans un parc du centre-ville. Dans le sac que la police retrouve avec l'individu, il découvre du ruban adhésif, une corde et un couteau. De plus, cet individu avait déjà été arrêté plusieurs fois pour avoir brûlé des cabanes en plein milieu d'une forêt. L'acolyte avec qui il traînait était très bien connu des services de police, puisqu'il était enregistré comme étant un délinquant sexuel. Cette histoire date d'il y a plus de 15 ans et jusqu'à présent, Anaïs, en y repensant, se demande ce qui aurait pu lui arriver si elle n'avait pas eu ce sentiment bizarre au fond d'elle, qui l'a sûrement sauvée de quelque chose de
terrible. Les amis, avant de passer à la prochaine histoire, on va jouer à un petit jeu. Toutes les histoires seront numérotées de 1, 2 à 3 et celle qui vous aura le plus terrifié ou le plus marqué, vous l'écrivez tout simplement en commentaire et le numéro qui recevra le plus de likes se verra décerner le titre de l'histoire la plus flippante de la vidéo. Je ferai un compte rendu dimanche et c'est parti, prochaine histoire. La deuxième histoire est celle de Jessica et cela s'est passé en Afrique du Sud. Elle nous précise que là-bas, les invasions de domicile étaient assez brutales. Une nuit, en se réveillant à 2 h du matin par pur hasard, elle ressent une sorte de picotement dans tout son corps, comme si quelque chose n'allait pas. Pour remettre les choses un peu dans leur contexte, Jessica, elle, habitait dans un appartement qui était à côté d'une maison où vivaient sa sœur et sa belle-mère. Voyant que ce sentiment bizarre ne disparaissait pas, Jessica décide de s'habiller et de sortir dehors pour se promener un peu. Avant de quitter son appartement, une petite voix dans la tête de Jessica lui dit de vérifier la porte de la maison de sa sœur. Et ce faisant, elle voit alors un type en train de marcher vers la maison en question. Jessica appelle alors immédiatement sa sœur par téléphone, mais elle ne décroche pas. Elle appelle aussi sa belle-mère, mais là, toujours aucune réponse. Et après plusieurs tentatives en essayant de joindre sa sœur, Jessica finit par la voir et lui explique alors de se réveiller immédiatement. Elle lui demande de faire le tour de la maison pour voir si toutes les portes ainsi que les fenêtres étaient bel et bien fermées, car quelqu'un était en train de rôder autour de la maison. Sa sœur la rassure et lui dit que tout va bien. Elle lui demande même si elle souhaite venir dans la maison pour passer un peu de temps ensemble. Jessica lui dit que c'est une idée stupide, qu'elle n'allait pas sortir de son appartement puisque quelqu'un était en train de rôder autour de sa maison. Les cambrioleurs en général sont armés et dangereux et elle n'avait clairement rien pour se protéger si elle se retrouvait par mégarde devant un voleur. Ce que Jessica va remarquer durant leur appel, c'est que sa sœur, à maintes reprises, manquait de souffle, comme si elle avait peur. Alors, par instinct, Jessica demande à sa sœur de répondre 2 fois oui si tout va bien de son côté. Mais cette dernière ne va lui répondre qu'une seule fois oui. Il s'est avéré un peu plus tard qu'un groupe d'hommes était rentré dans la maison et menaçait avec un pistolet la sœur de Jessica ainsi que sa belle-mère. Les ravisseurs avaient demandé à sa sœur de la convaincre de sortir de son appartement et de rentrer dans la maison. Mais sur le moment, Jessica, elle, ne savait pas que des cambrioleurs s'étaient introduits chez sa sœur. La seule chose qu'elle sait, c'est que sa sœur semblait bizarre et que quelque chose ne clochait pas. Toujours au téléphone avec sa sœur, elle lui dit qu'elle ne viendra pas ce soir et qu'elle retourne se coucher. Tout de suite après avoir raccroché, Jessica appelle la police et ces derniers vont mettre plus de 30 minutes à arriver sur place. Une fois arrivée, Jessica se précipite en dehors de son appartement et court vers la voiture de police. Jessica leur explique alors qu'elle a un doute quant à la possibilité qu'un cambriolage était en train d'avoir lieu chez sa sœur. Ensemble, ils se dirigent alors vers la maison et font alors le tour de cette dernière. Et très vite, ils vont tomber sur une porte qui avait été forcée et qui était grande ouverte. Jessica ainsi que la police rentrent alors dans la maison et découvrent que tout avait été saccagé. En montant à l'étage, ils découvrent une couverture posée sur le lit. En arrachant cette dernière, elle retrouve là-dessous toute sa famille. Sa belle-mère, sa nièce ainsi que sa sœur étaient ligotées, effrayées et torse nu. Les cambrioleurs avaient volé tous les biens de la maison, ligoté les membres de la famille en les plaçant sur le lit, cachés derrière une couverture, et ils avaient même empoisonné les chiens. Lorsque Julia avait 12 ans, elle habitait dans le centre-ville de Toronto. Un soir, tard dans la nuit, elle rentre à pied seule chez elle, après être revenue d'une séance de natation. Soudain, alors qu'elle est en train de marcher tranquillement, elle entend derrière elle 2 individus qui étaient en train de discuter et qui semblaient marcher au même rythme qu'elle. Elle est de nature assez paranoïaque et elle décide donc de changer de trottoir et de se rendre sur celui d'en face pour voir si ces derniers allaient la suivre. Julia a l'estomac serré, car elle savait qu'un violeur en série rôdait dans sa ville depuis un bon moment. De nombreuses femmes avaient déjà été portées disparues et Julia, elle, ça ne la rassurait pas du tout. Prise de panique, Julia se met alors à courir en sprint en direction de sa maison. En plein sprint, elle se retourne et remarque avec
horreur que les deux hommes étaient en train de la poursuivre. Julia les voit se rapprocher de plus en plus, elle est terrifiée et essaye de ne pas pleurer. Elle court, et là, à quelques mètres de sa maison, alors qu'elle s'apprête à tourner à une intersection, elle sent une main se poser sur son épaule. Puis soudain, une autre main se met alors à agripper ses cheveux fermement et a commencé à tirer dessus. Et avant même qu'elle n'ait le temps de crier, l'homme qui lui tirait les cheveux se fait alors plaquer par un SDF qui campait dans le coin. Ce dernier s'assoit sur l'un des hommes afin de l'immobiliser et frappe son complice de toutes ses forces. Julia de son côté est terrifiée et confuse, elle ne sait pas quoi faire et reste plantée là. Et au même moment, le SDF lui hurle alors de courir de toutes ses forces et de ne pas s'arrêter. Julia se met alors à courir à toute vitesse sans s'arrêter et rentre dans sa maison en fermant toutes les portes à clé. Après être rentrée chez elle, Julia explique tout à ses parents et ensemble, ils appellent la police. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les policiers de son quartier étaient corrompus et incompétents. De ce fait, ils n'ont strictement rien fait et ont tout simplement indiqué à la famille de Julia qu'ils n'ont pas pu retrouver ces deux individus. Quelques jours plus tard, Julia ainsi que ses parents retrouvent le sans-abri qui l'avait sauvé. Ils lui donnent de la nourriture et quelques petites choses pour le remercier de son geste. Ensemble, ils restent là à discuter pendant plusieurs minutes et ils découvrent très rapidement que ce sans-abri avait été renvoyé des forces armées canadiennes et qu'il n'arrivait pas du tout à s'adapter à sa nouvelle vie. Les parents de Julia ont pu retrouver la famille de ce sans-abri et les ont contactés pour qu'ils reprennent contact avec cet homme qui avait sauvé la vie de leur fille. Jusqu'à présent, les parents ainsi que Julia sont toujours en contact avec ce sans-abri qui finalement a pu rejoindre sa famille. Il se porte à merveille aujourd'hui, a trouvé un travail qui lui plaît et Julia est heureuse pour lui. Et franchement, je dois vous avouer que moi aussi, je suis très heureux pour ce sans-abri qui a tout fait pour sauver la vie de Julia. Sans son aide, Julia en est sûre, elle aurait été abusée et voire pire. Les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Personnellement, ces trois histoires m'ont vraiment terrifié, donc n'hésitez pas à écrire dans les commentaires celle qui vous a le plus marqué. 1, 2 ou 3. Et dimanche, on verra l'histoire qui mérite sa place de grand vainqueur. Sur ce les amis, prenez soin de vous, n'hésitez pas à m'envoyer vos histoires sur le Reddit. Et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. C'était Ken Show. Ciao.